Bonsoir à toutes et à tous. Pour la clôture de cet après-midi, donc effectivement une ouverture à la mondialisation. Et ce soir, eh bien, nous concluons justement sur l'inverse, c'est-à-dire une ouverture du propos à la mondialisation. Donc deux pays et une ouverture plus large seront convoqués ce soir. Le titre de mon intervention, c'est la Roumanie, les médias et le populisme. Donc, on peut parler en Roumanie de deux types de base du populisme, un populisme anticorruption et un populisme à teinte patriotique qui s'est accentué le dernier temps. Le représentant du populisme anticorruption est l'ancien président Traian Băsescu. Il a évoqué la lutte anticorruption dans ses campagnes électorales. Et c'est grâce à lui que le slogan « Ils ne vont pas échapper à ce dont ils ont peur » est devenu un slogan chaque fois qu'on a des manifestations dans la rue contre la corruption. Et ce slogan est que le DNA vienne vous arrêter. C'est ce qu'on dit en roumain. Donc c'est grâce à lui que cette idée de lutte anticorruption est devenue, disons, un prolongement qui existe aujourd'hui encore. Pour ce qui est du populisme à teinte patriotique, représenté apparemment surtout du parti de gouvernement d'aujourd'hui, qui disons, représente le discours par lequel on crée l'illusion qu'on va vivre mieux si on augmente le sentiment patriotique. Si on se sent fier d'être roumain, on va être plus fort et plus respecté. Comme en Roumanie, on n'a pas le phénomène de l'immigration et lutter contre cette peur, la créer d'abord et lutter ensuite après. Le sentiment patriotique, parce que ce n'est pas un sentiment patriotique réel, est dirigé contre les multinationales. Donc on a parfois évoqué que les multinationales sont un ennemi chez nous en Roumanie. Sans doute c'était pour gagner du capital électoral. J'ai laissé pour vous quelques opinions de Zorina Soare, une spécialiste roumaine, professeure à l'Université de Florence en Italie, qui nous disait dans une interview de l'année passée qu'en fait le populisme en Roumanie, il est né des effets pervers de la démocratie qui sont visibles dans la région de l'Est de l'Europe et qu'il y a quelques particularités. Parmi celles-ci, le fait que les messages sont transmis par les leaders des partis, surtout à travers la télévision, et que les populistes roumains exaltent l'idée de nation, de langue, de religion et d'histoire. Le discours, en partie, il est anti-intellectuel parce que les intellectuels, ils ne s'intéressent pas aux masses. Il y a sans doute des menaces illusoires qui sont déclarées, internes ou externes, et alors le public doit choisir en fonction de ces dangers. Le populisme, il est présent dans la plupart des titres. 15 articles, 2 articles qui étaient dédiés au populisme en Allemagne. On visait la définition du phénomène et ses manifestations, puis des explications, on a essayé d'expliquer le phénomène, puis on a présenté beaucoup de points de vue des experts et des autorités qui pouvaient donner des explications. On a donné des exemples de personnalités populistes et de formations. Et en fait, à mon avis, tout ce qu'on a vu dans cette période a permis au public de comprendre, de trouver l'information qu'il cherchait et aux journalistes d'accomplir leur rôle. Je vous remercie pour votre attention. Donc, suite à cette présentation, je vais céder la parole donc, pour une présentation à l'italienne qui nous est proposée par Paola Seda.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci déjà pour cette invitation. Peut-on considérer les mouvements 5 étoiles comme une nouvelle forme de populisme? Donc, je vais essayer de répondre à cette question de recherche, car jusqu'à présent, je me suis intéressée avant tout aux mobilisations en fait citoyennes et à l'usage que les mouvements sociaux font des médias, surtout des nouveaux médias. Les populismes indiquaient aussi une forme de dérive de la démocratie, indiquaient aussi un danger pour la démocratie libérale très bien instaurée. Et donc, il véhiculait en plus une dimension idéologique en Italie parce que les mouvements étaient définis et encore définis populistes par ses opposants. Donc, il y a des renvois du terme populiste d'un côté et de l'autre de l'échiquier politique. Beppe Grillo peut très bien définir Matteo Renzi en tant que populiste et l'inverse. Et de l'autre côté aussi, la presse adverse avait tendance à décrire ces mouvements comme étant populistes et donc comme indiquant un danger. Et j'ai trouvé une lecture qui est assez stimulante, qui a été assez stimulante pour moi. C'était la lecture d'Ernesto Laclau, si vous le prononcez à la française. Et donc, qui était donc quelqu'un qui n'avait pas qui n'utilisait pas cette dimension dépréciative déjà du populisme et qui donc les considère comme étant finalement une sorte de stratégie et des processus discursifs et communicationnels, c'est comme ça que je l'interprète, permettant la construction d'un nous, donc d'une identité collective, d'un peuple, un peuple donc qui est affaire, qui n'est pas encore là, et qui s'oppose au pouvoir des élites politiques, économiques, financières, etc. Donc, dans cette acception, le populisme est conçu comme un processus, finalement, qui mène à la construction d'une nouvelle identité politique qui se fonde sur une frontière antagoniste entre les peuples et les pouvoirs. Et donc, je me disais que finalement, derrière cette construction populiste, on pouvait également y voir la construction d'un cadre contestataire capable d'englober l'ensemble des demandes populaires et donc de créer une unité, finalement, à partir de la diversité des revendications et des demandes qui venaient de la société. Le populisme, donc, n'a pas d'idéologie précise et doit pouvoir parler à des groupes sociaux qui sont très hétérogènes. C'est l'Internet, finalement, qui permettrait cette révolution. Et nous trouvons donc des discours, on va dire, techno-utopistes dans les mouvements qui nous rappellent l'idée de la fin de la politique évoquée par Vincent Moss, qui nous dit l'imaginaire d'Internet et l'imaginaire du cyberespace, finalement fait converger trois mythes de la fin de la politique, la fin de l'histoire et la fin de la géographie. L'extrême droite n'est pas considérée de la même manière sur le territoire italien. Et vous élargissez le champ de l'exemple mentionné au travers de différents dispositifs. Et ça, c'est un élément de cadrage, parce que le cadrage frame, dont vous nous prémunissez pour nous expliquer votre mouvement 5 étoiles, est quelque chose qui effectivement va être structurant. En tout cas, une présentation fort enthousiaste à laquelle va succéder maintenant le propos de Dario Rodriguez concernant l'Amérique latine. Merci. Mon objectif, c'est de repenser la relation entre le populisme et la démocratie à la lumière de l'expérience politique latino-américaine. Pour cela, on peut dire que je pars d'une hypothèse des travails assez clairs, c'est-à-dire considérer donc le populisme comme une catégorie analytique et non seulement comme un phénomène historique, et dans ce sens-là donc défendre son utilisation pour pouvoir interpréter la politique contemporaine. Très rapidement, vous savez, en fait, ça fait partie des mouvements des nalotniks en Russie dans les années 1860-1870, également le mouvement des farmers
américain à la fin du 19e siècle. C'est dans ce contexte-là qu'il a été utilisé pour la première fois donc, le terme de populisme pour caractériser précisément des mouvements qui avaient des caractéristiques en commun, malgré bien sûr les différences. C'était des mouvements donc, qui idéalisaient la figure du peuple contre justement une élite établie. Il y en avait également quelque chose qui a après, on peut dire, disparu dans l'utilisation du concept. Il avait également une critique d'un esprit moderne, mais également, on peut dire, urbain, hein, qui était critiqué, et une sorte donc de valorisation dans ce sens-là, d'un mode de vie plus simple, un mode de vie rural, c'est-à-dire une critique, on peut dire, justement à la modernité. Donc, si après on passe rapidement à comment les concepts, il a commencé à voyager et donc comment il a été réceptionné plus concrètement en Amérique latine, vers le milieu du XXe siècle, il y en a en effet en Amérique latine des différents spécialistes qui vont commencer donc à penser, spécialistes des sciences sociales, qui vont donc se rapprocher du terme du populisme pour désigner plus concrètement des expériences, qu'on peut dire, nationalistes qui préconisaient un développement industriel où l'État, clairement, occupait une place centrale du point de vue de l'intégration, du développement économique, etc. etc. Donc, ça a été en effet un processus, on peut dire, très fertile du point de vue de la réflexion en Amérique latine sur les concepts. On peut dire même donc, que ça a été un processus d'introspection latino-américaine où on a commencé donc à construire une vision propre au continent pour penser justement, on peut dire, les dilemmes du développement économique, du développement également politique, en critiquant la reproduction justement mécanique d'approches qui étaient liées précisément à des autres réalités historiques. Donc la première définition en fait du concept, il y en a des représentants aujourd'hui très, très connus dans l'Académie française, notamment par exemple Alain Truquier, qui en fait vont considérer dans la même vision, on peut dire, des travaux de Germany, Vitella, Werford, Yanni, Villas, les régimes populistes comme un phénomène historique particulier du développement latino-américain. Un modèle donc fondé sur la substitution d'importation, le rôle de l'État protecteur, la mobilisation encadrée par les syndicats, mais surtout du haut vers le bas, etc., etc. Dans ce cadre-là, je vais également mentionner les travaux de David Carles, sociologue politiste argentin, qui va reprendre une lignée des travaux marqués par les ouvrages notamment d'Emilio de Hippola et Juan Carlos Portantier, également des chercheurs argentins, qui vont penser maintenant les populismes comme un discours qui va être toujours marqué par une sorte de tension entre l'ordre et la rupture. Après, bon, les deux autres dimensions que je voulais considérer, donc considérer justement les pratiques populistes, là on rentre justement dans les cadres plutôt de l'action collective, un type de mobilisation sociale plus particulière, plus spécifique, marqué donc par le rôle central du leader charismatique, la présence des acteurs corporatifs comme les partis, les syndicats, et notamment une logique verticale et descendante de politisation. Dernièrement, je vais également mentionner une autre dimension à partir de laquelle on va pouvoir comprendre également les populismes. Ça va être justement à partir d'un lien de représentation justement populiste ou un style politique. Dans ce cadre-là, on peut inclure les travaux de Weiland ou de Taguieff, où en effet, donc, on va définir la relation populiste comme un type de lien où on va supprimer tout type de médiation institutionnelle, partisane ou corporative entre justement les leaders et les peuples. Là, de nouveau, il apparaît justement cette idée donc d'un rapport direct, immédiat et notamment un composant émotionnel pour justement rendre compte de la spécificité du lien populiste. Donc maintenant, si on tient compte des différentes dimensions que j'ai évoquées, on peut dire clairement que justement le régime
des régimes traditionnels qu'on a pu identifier dans les années 40, comme par exemple justement les cas de Vargas, les cas de Perón, les cas de Cárdenas au Mexique, des cas de néopopulisme. Clairement, ça a été les figures de Collor de Mello au Brésil, de Menem en Argentine, de Fujimori au Pérou, et le populisme radical, ce qui a fait partie justement de cette nouvelle vague des transformations politiques en Amérique latine, où on a pu identifier, si vous voulez, les cas de Chavez comme un type presque pur, les cas de Correa et les cas d'Evo Morales avec des différences, et qu'on peut y revenir également très importantes, mais qu'on peut inclure dans des cas justement de ce qu'on appelle le populisme radical. Les cas de Kirchner comme un cas un peu intermédiaire, qui ne rentre pas, qui en effet là il faut penser plutôt une chronologie du kirchnerisme pour penser quand le populisme il a pu être présent dans leur logique, on peut dire, d'accumulation politique, et finalement un cas qu'on peut mettre au-delà, on peut dire, des autres cas, comme c'est les cas du Chili avec Bachelet, on peut évoquer également les cas du Uruguay avec Tabaré, où on ne peut pas identifier justement des dimensions populistes dans les sens classiques que je viens de mentionner. Donc là vraiment pour finir, j'insiste sur la pertinence du populisme pour expliquer et comprendre les spécificités latino-américaines de ce qu'on peut appeler des démocraties autoritaires. Je vous remercie de votre attention. Je propose que nous ouvrions le débat par l'intermédiaire de Frédéric. De l'Amérique latine en passant par l'Italie et la Roumanie, on se rend compte bien que le sujet est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus délicat avec des définitions et des concepts qui nous ont permis de pouvoir poser un certain nombre d'éléments. À comprendre qu'au niveau par exemple de la Roumanie, la belle organisation qui se passe au niveau des médias, le populisme basé sur l'anticorruption et le patriotisme nous rappelle à bien des égards des terminologies qu'on a bien entendues ici en France, la Roumanie aux Roumains, concernant les populistes, et qui est utilisée par les populistes à l'égard des multinationales, et la France aux Français, qui est bien utilisée par Marine Le Pen pour pointer du doigt généralement les étrangers. Cet exemple italien se copie beaucoup plus, a des similitudes importantes avec la France qui, par le pacte social de Rousseau, a permis quand même de poser un certain nombre d'actes et de travailler cette démocratie par le bas, cette démocratie directe où le peuple avancerait à travailler des stratégies pour pouvoir parler de son propre développement. Est-ce une utopie ou pas? La question reste à être posée. La question que je me pose, est-ce que ces formes de populisme ont permis à ces États ou à ces peuples de se construire et d'avoir finalement l'idéal qu'ils ont pu rêver depuis le début de leur lutte? Je voudrais donc maintenant conclure cette journée, ce fut un peu un marathon pour ceux qui sont là depuis 8h30 ce matin. Faire une synthèse d'autant de réflexions, c'est un peu difficile, un peu compliqué. J'en reviens à ce que je vous proposais ce matin, ces 5 idées que j'avais pêchées, bien entendu, chez tous vos intervenants avec qui j'avais été en contact quand on avait discuté de leur intervention. Et je vous le donne comme viatique. Première idée, le populisme n'est pas une idéologie mais une stratégie. Deuxième idée, il y a une diversité des populismes. On l'a bien dit, un sac où on met à peu près tout et n'importe quoi. Troisième idée, le populisme a besoin d'un leader charismatique. Sans lui, tout risque de s'effondrer. Quatrième idée, le populisme est clivant. C'est nous et les autres. Et il l'est aussi bien dans sa conquête du pouvoir que dans son arrivée, une fois arrivé au pouvoir. Et son plus grand ennemi, ce sont les gens du centre, ceux qui sont prêts à la discussion. Et cinquième idée, 2 causes possibles à ce développement du populisme. D'abord, un essoufflement des démocraties, et ensuite une réaction à la mondialisation. Et du coup, je crois que c'est un appel qui nous est lancé à nous tous, chercheurs, pour continuer à travailler sur ce sujet, pour faire des journées comme celle-ci qui tentent d'expliquer au grand public les raisons profondes du populisme. Je tiens donc en toute conclusion à remercier tous les collègues qui sont intervenus. Ils sont une quinzaine, vous avez vu aujourd'hui, ils se sont tous relayés, que ce soit des enseignants-chercheurs, que ce soit des animateurs de table ronde, que ce soit des discutants. Tous se sont donné beaucoup de peine, c'est le résultat de longues heures de travail de recherche.
Et bien entendu, je tiens aussi à remercier la ville de Strasbourg qui nous a très bien supportés pour organiser cette journée et tous les gens qui aujourd'hui ont œuvré à notre confort. Je pense aux techniciens, je pense aux gens de la sécurité qu'on oublie souvent, mais sans eux, on ne peut pas aussi marcher. Je vous propose qu'on les applaudisse tous ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Continuez à aller aux manifestations du forum. À partir d'après-demain, c'est du on, c'est-à-dire pour y participer, on s'inscrit en ligne sur Internet et ça se passe au Conseil de l'Europe. Un programme très riche, profitez-en tous. Ça fait du bien d'habiter Strasbourg, une ville où il se passe autant de choses. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon retour chez vous. Et donc à très bientôt. Et n'oubliez de remercier mes petites étudiantes qui nous ont aussi beaucoup aidé par cette journée. Excusez-moi.